C'est parti. Ok, bonjour à tous. Nous, avec la team Angular, on a décidé de vous parler de RxJS, car c'est ce qui nous semblait un peu intéressant et important d'aborder lorsqu'on parle d'Angular. RxJS, c'est quoi? C'est une bibliothèque de JavaScript de programmation réactive. Alors, la programmation réactive, on en a entendu beaucoup parler ces dernières années, se base sur la programmation asynchrone pour gérer des flux de données et la programmation du changement, donc la réaction à ce flux. Alors, on reviendra par la suite sur la notion de flux. On a quelques librairies de programmation réactive assez connues. Il y a Reactor en Java, XJava aussi, il y a React.js. Et je vais parler avec vous du sommaire. On va parler dans un premier temps d'asynchronisme. On va voir comment c'était fait à l'origine en JavaScript et les évolutions que JavaScript a apportées, notamment avec les promesses. Et enfin, on va arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, RxJS, avec deux parties. Une partie sur les observables et une partie sur les opérateurs. Voilà pour le programme. Alors, pour parler de programmation réactive, on va donc avant parler de programmation asynchrone en JavaScript. Alors, c'est quoi le but de la programmation asynchrone? Le but, c'est de ne pas bloquer l'application pendant les opérations longues, comme les appels ou lorsqu'on attend un événement en particulier. Donc, quand le programme va rencontrer un appel asynchrone, il va simplement passer aux instructions suivantes. Et enfin, quand l'opération asynchrone est finalisée, un code qui est spécifiquement déclaré sera exécuté. Alors, on va pouvoir le voir sur l'exemple suivant, ici. On peut voir avec cet exemple, la fonction displayTitle, comment ça marche. On a une première instruction, console log en Angular, qui est exécutée, donc qui est console loguée. Ensuite, on a une deuxième instruction, qui est ici un setTimeout, avec une instruction asynchrone. L'instruction qui sera réalisée à la fin de ce petit délai de 300 millisecondes sera un console log.react. Donc, cette fonction asynchrone va être mise de côté là, en attendant, et on va aller chercher la troisième instruction, qui sera la console log.view, qu'on va afficher. Et une fois que ces 300 millisecondes seront écoulées, on va aller afficher le console log React, qu'on voit ici. Donc, ce n'est pas forcément courant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de la programmation asynchrone, mais en JavaScript, c'est quelque chose d'assez courant. Donc, on va faire quand même un petit aparté. Pardon. Je remonte. On va faire un petit aparté et voir comment ça marche concrètement sous le capot. Mais avant, ça me semble important de rappeler que JS, c'est un langage non multithread. Il ne s'exécute que sur un seul thread. D'où la nécessité de savoir gérer et d'attendre des opérations qui prennent du temps. Il faut donc savoir les gérer tout en continuant à traiter les données de façon normale. Donc, je le rappelle, un thread ne peut exécuter qu'une seule tâche à la fois. Il exécute les tâches de manière séquentielle. Une tâche doit être terminée avant de passer à la suivante. Alors, on a deux approches en programmation lorsqu'on rencontre une situation d'attente. Et on pourrait l'imaginer ainsi. Imaginons un homme qu'on va appeler Georges. Georges, il souhaite se préparer un café, normal. Georges, il va prendre une tasse, il va la mettre sous la machine à café et lancer la machine. Et après, il va devoir attendre devant la machine que le café soit prêt, car il est capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est un thread, Georges, il fonctionne de manière séquentielle. Du coup, il est obligé d'attendre. Alors, pour résoudre ce problème, la plupart des langages ont opté pour une approche concurrentielle, multithreading, comme Java. Et on va donc cloner Georges, et on aura plein de Georges qui vont travailler en parallèle. Donc, on n'aura pas de situation bloquante ou d'attente. JavaScript, lui, en JavaScript, on a choisi une autre approche. C'est une approche asynchrone. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre devant sa machine à café, Georges, il va lancer son café, il va aller préparer son petit déjeuner en attendant, il va aller presser son orange, et une fois qu'on lui signalera que son café est prêt, il reviendra à la machine à café chercher son café. Concrètement, comment ça marche? Comment JavaScript se débrouille? On va essayer d'expliquer avec ce schéma. On peut dissocier dans un premier temps tout ce qui concerne ce qui appartient au runtime JavaScript, la call stack, et on a une zone mémoire aussi qui n'est pas dans ce schéma, mais qui est là. Et tout ce qui appartient à l'environnement d'exécution, que ce soit Node.js ou votre navigateur Chrome, par exemple.
Et c'est cet environnement d'exécution, en fait, qui va fournir les outils au runtime, au JavaScript, pour gérer l'asynchronisme, en gros, ces trois éléments-là. Donc, au moyen de la fameuse event loop, ici, qui est une simple boucle qui surveille la callback queue ou l'event queue, elle va surveiller, et si celle-ci n'est pas vide et que la call stack, elle, est vide, elle va simplement pousser les callbacks dans la call stack. Voilà, tout simplement. Et la callback queue, elle est alimentée par le thread pool des web API. Donc, ça peut être un appel API, un event sur le DOM ou un set timeout, tout simplement. Donc, concrètement, si on revient sur notre exemple précédent où on avait nos trois console logs, donc on avait notre console log d'Angular, on avait nos trois console logs là dans la pile. Le premier console log Angular qui serait du coup exécuté et on aurait affiché dans notre navigateur. Le deuxième console log qui est dans un set timeout partirait dans le thread pool, et c'est le thread pool des API qui va gérer ce délai. Du coup, on aurait la dernière tâche, du coup le console log vue qui serait exécuté. Et enfin, une fois que le délai serait géré par le thread pool des API, le callback, donc le console log React, passerait dans l'event queue et l'event loop, une fois que la call stack sera vide, la poussera. C'est pour ça qu'on aura en troisième console log le console log React, qui arrive du coup en retard. Et donc, big up à la team React, qui arrive toujours un petit peu en retard par rapport au console log Angular. Alors, historiquement, je vais revenir ici, historiquement, JavaScript gère cette situation avec des callbacks. Donc, c'est des fonctions de rappel. Comme on peut voir ici, on a une instruction asynchrone qui est le fetch sur le sompage.com. Et ici, en second paramètre, on a une fonction anonyme, un autre callback qui sera appelé une fois que notre request aura une réponse ou une erreur d'ailleurs. C'est cette fonction-là qui ira dans le callback queue une fois que le fetch sera réalisé. Alors ça marche très très bien historiquement, mais imaginons qu'on soit dans l'obligation d'attendre le résultat de ce premier fetch pour en faire un deuxième. Et ça, c'est un cas très courant. Et on pourrait même enchaîner après les résultats pour faire d'autres appels. Et ça peut vite aboutir au fameux callback L. Alors ici, ça peut faire peur le nombre d'imbrications, et ça peut même sembler exagéré. Mais moi, j'ai eu le cas pendant ma formation en JavaScript, où on devait gérer en fait l'asynchronisme sans les promesses. Et du coup, ça m'arrivait très très régulièrement d'avoir des niveaux d'imbrication de 3-4 callbacks comme ça. Et maintenir et à gérer, c'était vraiment, vraiment, vraiment un enfer. Et on a vu après, avec l'ECMAScript 2015, que JavaScript avait intégré les promesses. Et c'est ce que va vous montrer Rémi tout de suite. Je vais quitter la présentation, c'est Rémi qui va prendre le relais. Ouais, alors, tac. C'est OK? Ouais. OK. Alors, je vais vous présenter rapidement les promises. Donc, promise, c'est la traduction de promesse. C'est un objet qui va promettre de renvoyer une valeur lorsque une fonction asynchrone est résolue ou en erreur. Donc, une promesse, c'est un objet renvoyé de façon synchrone par un traitement asynchrone. Elle permet de recevoir plus tard le vrai retour du traitement et elle permet à plusieurs consommateurs d'attendre son retour. Donc sur Angular, on peut dire que ça a été au départ la façon conventionnelle de traiter des retours asynchrones. Du coup, il faut mettre un callback sur la promesse pour pouvoir agir lorsque le résultat arrivera. On utilise pour ça la méthode then. Donc ici, on a un exemple de code qui utilise des promesses avec une méthode en haut, sa méthode qui renvoie une promesse. Pour ça, on a utilisé le promise resolve true qui nous permet un peu de simuler un retour asynchrone d'une promesse avec la valeur true. Et on voit dans le corps de la deuxième méthode qu'on va utiliser du coup le then pour pouvoir console log directement la valeur qui est contenue dans la promesse. On peut voir les promesses comme... Il y a quelqu'un qui apparaît, je crois, non? Non. Il y a peut-être un écho chez quelqu'un. On peut voir les promesses comme l'évolution de ce
Stéphane a présenté juste avant, donc l'ancienne manière de faire qui était de passer une fonction de callback en paramètre. Donc ici, on a un exemple en pseudocode d'un appel vers l'API GitHub où on va récupérer les informations de l'utilisateur GitHub et avec le JSON qui est retourné, on va faire un appel sur l'URL qui est contenu dans la propriété followers URL. Et du coup, on a, enfin pas un callback L, on peut pas vraiment dire ça, mais on voit que on fait un callback dans un callback pour ensuite exploiter ce JSON. Et donc on a fait le code équivalent avec des promesses et c'est plus lisible, c'est plus élégant, on va dire. Et on peut chaîner les n du coup pour renvoyer des promesses et réutiliser la promesse derrière. Donc ici, on a le premier call sur l'API GitHub pour récupérer les infos de l'utilisateur GitHub. Ensuite, on a le deuxième call sur la followers URL et le call ensuite sur, pour exploiter le JSON de la followers URL. Dernier point à propos des promesses, c'est l'utilisation des mots-clés async await. Du coup, async await, c'est un sucre syntaxique qui permet de simplifier l'utilisation des promesses. Pour attendre une action, il faut impérativement que la fonction soit asynchrone et l'utilisation de ces mots-clés sert à éviter la syntaxe chaînée des n. Donc ici, on a encore un exemple de code qui les utilise. En haut, on a comme tout à l'heure une fonction qui renvoie une promesse. Cette fois, on n'a pas utilisé le promise resolve, mais le constructeur classique de promesse. Du coup, on va, au bout de 300 millisecondes, renvoyer une promesse qui contient... Enfin, on va résoudre la promesse en lui envoyant le Angular. Et du coup, on voit que... Là, tac, pardon. On voit que dans la fonction, pour utiliser ce que contient la promesse, on va utiliser le mot-clé await, et donc on n'aura pas besoin d'utiliser de zen pour pouvoir print console log directement le contenu de la promesse. Donc on voit bien l'utilisation du mot-clé await, et donc on est obligé de mettre ça dans une fonction async qui va être du coup asynchrone. Et derrière, on a un console.log dans cette fonction asynchrone qui est console.log de Toto. Donc quand on va appeler cette fonction, on va pas attendre la fin de la fonction pour passer à la suite, puisqu'elle va être appelée de manière asynchrone. Et du coup, pour avoir l'ordre des console log, ici, on va avoir, même si elle est appelée en première, une attente de 300 millisecondes avant de passer à la suite de la fonction. Et du coup, on va avoir le premier console log qui va être affiché, ça va être celui-ci. Ensuite, au bout des 300 millisecondes, on va avoir la suite de la fonction, donc un log de Angular, puis un log de Toto. Du coup, ce qu'on peut dire sur les promesses, c'est que c'était un moyen très adapté de faire du HTTP, mais que quand on arrive sur des cas un peu plus compliqués, ça pouvait être limité et on se retrouvait à chaîner des n. Et du coup, il y a eu des nouveautés pour pallier à ça, dont Stéphane va vous parler. Oui, il y a eu quelques évolutions et des méthodes de traitement sur les promesses. On a noté aussi principalement la promise.all, qui est une méthode qui va envoyer une promesse qui est résolue lorsque l'ensemble des promesses contenues dans l'itérable passent en argument. Donc ici, promise 1, promise 2, promise 3, quand elles auront été résolues ou rejetées. Alors, ce qui est à noter dans cette méthode, c'est que la promesse va échouer si une des promesses échoue. Si, admettons que la promesse 1 soit rejetée, on ne va pas attendre le traitement de la promesse 2 ou promesse 3. La promesse globale, en fait, sera rejetée. On a une autre méthode qui s'appelle promise.res, qui, de la même manière, va renvoyer une promesse qui sera résolue ou rejetée, mais celle-ci, dès qu'une des promesses de l'itérable sera résolue ou rejetée. Donc, si la promesse 1 est rejetée, on ira directement, on n'attendra pas du tout la fin des traitements de promise 2, promise 3, on affichera l'erreur de la promise 1.
Et si la promise 1 est résolue, on affichera le résultat de la promise 1 si c'est la première qui arrive à la fin enfin, c'est la première qui sera résolue en fait. C'est juste une race en fait entre ici les trois promises. Enfin, il y a une dernière méthode qui est intéressante, qui est arrivée récemment, je crois que c'était en 2020, c'est la promise all settle, qui fonctionne un peu comme le promise.all, à la différence qu'elle ne sera pas rejetée si une des promesses est rejetée. En fait, elle renverra toujours un tableau avec les réponses des promesses, qu'elles soient résolues ou rejetées. Donc ça, c'est une des évolutions qui nous semblait importante de mentionner sur les promises en JavaScript. Ça, c'est quelques façons de les traiter, mais on verra qu'on a des équivalents et encore plus en RxJS, qui m'amène je veux bien que tu passes à la slide suivante, Rémi, sur les limitations des promises. Alors, les promesses, elles produisent qu'une seule valeur, alors qu'on verra qu'un observable, il pourra envoyer plusieurs fois des valeurs au cours du temps. Et avec la transformation en flux, un call API pourra être au choix multicast ou unicast, et cancelable tant qu'aucun subscribe est réalisé. C'est ce que je marque là dans le dernier point. Mais surtout, ce qui me semblait important de mentionner aussi, c'est qu'XJS permet d'avoir une seule et même manière d'aborder les events. On utilise de la même manière un flux de data qui proviennent d'un call HTTP, un event WebSocket ou d'un event sur le DOM. Tout est traité de la même manière avec les mêmes opérateurs. On peut les combiner, les modifier, les chaîner. Et ça, c'est vraiment une des grosses forces d'RxJS. Et c'est ce que va vous montrer maintenant Raphaël et Adrien. Yep. Du coup, je vais présenter. Tac. Ok. Du coup, effectivement, moi maintenant, je vais commencer à vous parler d'RxJS. Donc, du coup, RxJS, qu'est-ce que c'est? Donc, Stéphane l'a déjà dit brièvement au cours de l'introduction. Donc, RxJS, c'est une bibliothèque JavaScript de programmation réactive. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément lié à Angular. Pourquoi on en parle là dans le cadre de la présentation Angular? C'est parce que Angular, maintenant, ils font le choix de le mettre en avant par rapport justement aux Promise qui était leur solution historique. Et par le mettre en avant, je veux dire qu'au niveau de la doc, ils en parlent beaucoup, et il y a même maintenant des bouts de RxJS qui sont introduits de manière native dans Angular. Donc il y a des bibliothèques Angular qui se basent dessus, donc par exemple NGRX, mais il y en a plein d'autres. Et RxJS, comment ça marche? Donc c'est ce que vous disait Stéphane, ça se base sur une notion de flux. Et donc, eux, la notion de flux, en fait, ils appellent ça des observables. Donc ça permet de faciliter la gestion des événements asynchrones. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en RxJS, ce qu'on va essayer de faire au maximum, c'est justement de tout considérer comme des observables, comme des flux. Donc que ce soit des appels HTTP, que ce soit des événements de l'API navigateur, donc un clic utilisateur, une action de l'utilisateur, toutes ces choses-là, on va essayer de les considérer de la même façon et de les gérer de la même façon. Au niveau de RxJS, l'histoire avec Angular, un peu, c'est que à l'origine, il y avait les promises, et la première incursion, on va dire, de RxJS dans Angular, c'est au niveau justement du client HTTP. Il y avait la bibliothèque RxJS qui permettait de faire des appels HTTP du coup d'une autre façon, via des observables et plus des promesses. Et face à la popularité de ce truc-là, Angular, donc c'était en 2015, pendant un changement de version mineur, ils ont mis en place la possibilité de choisir en fait quel client HTTP on voulait utiliser, entre celui des promesses ou celui des RxJS, du coup qui était inclus. Et en fait, au niveau de la version majeure d'après, donc la 5, quand la 5 est sortie, ils ont rendu la façon de faire avec les promesses dépréciée. Donc c'est pour ça qu'avant, on utilisait un module qui s'appelait HTTP, et maintenant on doit utiliser HTTP Client. Donc HTTP Client, c'est la nouvelle façon de faire avec les observables. Pour pas quand même pour pas perdre tout le monde, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils permettent sur les observables, donc sur tous les objets en fait RxJS, d'appeler une méthode qui s'appelle le toPromise, et donc qui permet en fait de repasser dans l'ancien mode promesse pour après réutiliser tel qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc vous pouvez utiliser des toPromise si vraiment vous êtes perdu avec les observables et tout, mais le mieux c'est quand même de savoir comment ça marche RxJS pour utiliser que RxJS.
Du coup, RxJS, ça se base sur un paradigme de programmation réactive, donc reactive programming en anglais. Donc, en fait, ça, c'est globalement le but principal, c'est la même chose que la programmation asynchrone, c'est de pas bloquer l'application et l'utilisateur pendant les opérations longues. Et donc, le principe de base, c'est de réagir à une action utilisateur ou à la réponse d'un serveur ou à plein de choses, un événement, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça, réagir, donc réaction. Et donc, le paradigme réactif, ça se base sur des flux. On va avoir un flux du coup d'événements et à chaque réception d'un événement, eh ben, on aura dit comment on doit réagir. Donc l'objet de base dans RxJS, c'est ce qu'on appelle un observable. Donc on a déjà parlé un peu, enfin on a déjà évoqué le nom plusieurs fois là au cours de ce Midi Tech. En fait, un observable, la façon simple de le voir, c'est on peut voir ça comme une collection de futures valeurs ou de futurs événements. Si vous voulez, on pourrait voir ça comme un peu l'équivalent en Java, ce serait un stream, mais un stream avec des valeurs qui peuvent arriver dans le temps. Un observable, comment on l'exploite? Eh ben, tout à l'heure, les promesses, on avait une méthode Zen qui permettait de définir un callback. Là, observable, il y a une méthode qui s'appelle subscribe et du coup qui permet de gérer chaque événement qui va arriver. Et donc, selon le type d'événement, que ce soit une valeur, une erreur ou un signal de complétion, on peut avoir des comportements différents. Donc, comment ça se présente? Dans le subscribe, en fait, on doit définir en fait ce qu'on appelle un observeur. Un observeur, c'est quoi? En fait, c'est 3 callbacks. Donc, une fonction qu'on va appliquer dans le cas où on a une valeur, donc c'est la fonction qu'on appelle next. Une fonction qu'on va appeler dans le cas de réception d'une erreur, donc la fonction error. Et ça, c'est un petit peu particulier. C'est en fait, comme je vous ai dit que c'était un flux, un observable, potentiellement, on peut avoir une infinité de valeurs qui va être envoyée via l'observable. On ne sait pas en fait à l'origine combien on va avoir de valeurs. Et donc l'observable, ce qui se passe, c'est que quand il a envoyé sa dernière valeur, il envoie un signal de complétion. Donc c'est la méthode complete. On peut réagir à ça dans la méthode complete. Dans la vraie vie, dans vos codes, souvent ce que vous allez avoir, c'est cette partie-là, la partie next, parce que souvent quand on souscrit à quelque chose, c'est qu'on s'attend à recevoir des valeurs. Donc souvent vous aurez au moins la partie next, c'est vraiment la partie, on va dire, primordiale. Et si vous avez bien géré le truc, vous devez aussi avoir la partie erreur pour gérer les erreurs. Même si on verra après avec Adrien qu'il y a d'autres façons de gérer les erreurs. Donc voilà pour les observables. Donc un observable, derrière, comment ça marche? Là, je vais vous montrer comment on peut construire à la main un observable. En vrai, on ne le fera jamais, mais c'est pour voir comment ça se passe derrière. Donc, pour déclarer un observable, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que cet observable, ce qu'il fait, c'est que pour un subscriber qu'on va lui passer, et ben, en fait, on va effectuer plusieurs actions. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler la fonction next du subscriber et on va lui passer la valeur 1. Après, on va faire pareil, mais avec 2. Et ensuite, vous voyez, on peut mettre de l'asynchrone dedans. Et ben, ensuite, après un délai d'une seconde, on va envoyer la valeur 3, puis on enverra un signal de complétion. Quand on va faire ça, qu'est-ce qui va se passer si on revient au slide d'avant? Et ben, ça veut dire que dans le temps, on va d'abord passer une fois dans le subscribe là, on va être dans le cas next avec la valeur 1, donc on va faire quelque chose avec la valeur 1. Puis juste après, on va passer avec la valeur 2, donc on va refaire quelque chose. Une seconde après, on va passer avec la valeur 3, on va faire quelque chose. Puis à la fin, on va recevoir le signal de complétion, donc on passera dans la fonction complete et on affichera terminé. Donc voilà comment ça marche derrière. Je vous rassure, ce genre de choses, vous l'écrirez presque jamais. Parce qu'en fait, la plupart du temps, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt exploiter des observables qu'on va récupérer et qu'on ne va pas créer nous-mêmes. Donc typiquement, quand vous allez faire un appel HTTP, eh ben, le client HTTP va déjà vous renvoyer un observable avec la valeur ou une erreur et éventuellement un signal de complétion. Quand vous allez vous brancher sur des API navigateurs qui vont vous renvoyer des événements, eh ben, c'est la même chose. Vous n'allez jamais faire les next à la main et tout. C'est en fait les API navigateurs qui vont vous envoyer les événements. Donc ça, c'est le genre de choses que vous n'allez pas faire à la main. Donc, je vous ai dit que pour utiliser, comment dire, les valeurs qui viennent dans un observable, on est obligé d'utiliser la méthode subscribe. Et je vous ai aussi dit que potentiellement, ça pouvait envoyer un flux comment dire, infini de données.
Donc là, il y en a peut-être certains déjà qui se disent qu'il y a un problème potentiel, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais en fait on a un observable dont on n'a plus besoin, mais on continue de recevoir des données. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on avait déjà même sur des problématiques back. Donc par exemple, quand on ouvrait des input streams ou ce genre de choses et qu'on les fermait pas, en fait, à terme, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des connexions qui vont rester ouvertes et on va avoir des fuites mémoire. Donc pour gérer ça en RxJS, pardon, comment on fait? En fait, on a un moyen de stocker l'objet qui est renvoyé lorsqu'on fait une action de subscribe, c'est ce qu'on appelle la souscription. Et avec cet objet, on peut plus tard appeler la méthode unsubscribe qui fait que on va du coup clore la connexion. Donc ça, là on va parler plus d'Angular, mais en Angular, ça sert à quoi? En Angular, ça sert par exemple quand on a des Angular, la base d'Angular, c'est qu'on a des composants. Et dès qu'on va avoir des composants qui ne seront plus affichés à l'écran et qui seront détruits, et du coup, nous, ce qu'on veut absolument, c'est que les composants qui sont détruits, il n'y ait plus de connexion active dedans. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une destruction de composants, il faut faire attention dedans à bien gérer la destruction quand c'est nécessaire. Alors, petite subtilité, quand on commence à faire du RxJS, en général, ça fait un peu peur, ça. Et du coup, on a tendance à mettre des unsubscribe sur toutes les souscriptions qu'on a. En fait, il n'y a pas besoin. Il y a juste besoin de le faire quand on sait qu'on n'aura pas de signal de complétion. Enfin, quand on n'est pas sûr d'avoir un signal de complétion plutôt. Parce que si on a un signal de complétion qui arrive, on fait le unsubscribe tout seul. Donc typiquement, les appels HTTP, par exemple, la majorité du temps, qu'est-ce que ça va faire? Ça vous renverra une valeur, puis un signal de complétion. Donc sur les appels HTTP, vous faites un subscribe, mais vous n'avez pas besoin de faire l'unsubscribe. Par contre, quand vous allez souscrire à un événement navigateur, par exemple, donc par exemple, si vous êtes en attente d'une action utilisateur, par exemple un clic souris, là, il n'y a rien le navigateur, il va jamais vous dire de lui-même, j'arrête d'écouter. C'est à vous de lui dire. Donc là, vous allez avoir besoin de faire un unsubscribe. Donc voilà pour les souscriptions. Ça, c'est un truc qui est un peu relou en Angular, de gérer les souscriptions, les désouscriptions dans la destruction des composants. On verra plus tard un moyen un peu plus propre de le faire, avec justement ce dont Adrien va parler. Et du coup, pour terminer, donc les observeurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a déjà parlé un peu. L'observeur, c'est en fait l'autre côté de l'observable. L'observeur, c'est ce qui va consommer les données. Et donc, en fait, c'est la liste de callback. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la fonction next, la fonction error et la fonction complete. Donc, c'est une liste de callbacks, dont 3 callbacks, éventuellement, enfin au max, pour gérer les différents cas. Donc, le cas d'une valeur, le cas d'une erreur ou le cas d'un signal de complétion. Donc voilà, et un dernier aspect qui est important en RxJS, alors vous pourrez vous en sortir sans utiliser ça, mais ça permet de simplifier beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle un subject. Un subject, en fait, c'est quelque chose qui permet de faire les deux, qui permet à la fois d'observer et d'envoyer des valeurs. Donc, si vous vouliez, c'est comme quelque chose qui ferait le publisher et le subscriber en même temps. Donc, quel avantage il y a avec le subject? Du coup, déjà, c'est qu'on peut à la fois émettre des valeurs et se brancher dessus pour écouter les valeurs. Donc, ça veut dire que nous, manuellement, on va pouvoir émettre des valeurs et les récupérer ailleurs, avec des choses qui auront souscrit dessus. Et deuxième avantage, c'est que les observables, jusqu'à maintenant, c'était unicast. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait un seul consommateur possible par observable. Et là, les subjects, ça gère une liste d'observeurs. Donc, ça peut faire du multicasting. Du coup, c'est ça quand Stéphane vous disait qu'on a le choix en fait en RxJS, pardon, et c'est du coup si on veut faire du multicasting, on peut utiliser un subject. Donc voilà. Très rapidement, les subjects, il y en a 4 types. En vrai, vous allez très rarement utiliser les types. Enfin, il y a le subject de base qui fait ce que je vous ai dit, donc qui fait consommateur et et publisher en même temps. Et ensuite, les 3 autres, c'est des petits dérivés. Donc, il y a le behavior subject. Celui-là, il est un peu différent parce que il faut lui donner une valeur par défaut. Et le truc qui est puissant, c'est que quand vous allez souscrire à ce behavior subject, vous allez récupérer la valeur courante de l'observable. Alors que sur un subject classique, si vous souscrivez, vous recevrez que la prochaine valeur qui va arriver. Donc,
celles qui sont arrivées avant, vous en aurez aucune connaissance. Behavior subject, vous allez avoir la dernière valeur en fait qui sera passée. Donc ça c'est quand vous avez besoin vraiment d'avoir quelque chose où s'il y a déjà au moins une valeur qui a été émise, vous êtes sûr de pouvoir la récupérer. Donc ça c'est behavior subject. Replay subject, c'est à peu près la même chose, sauf que là ça va rejouer toutes les valeurs depuis le début. Donc dès que vous allez souscrire, vous allez récupérer toutes les valeurs depuis le début. Et le dernier, c'est async subject. Celui-là, il est un peu différent parce que lui, quand vous allez souscrire à ce subject, vous allez rien recevoir jusqu'au moment où la connexion sera close. En fait, au moment où il va y avoir un signal de complétion, là, vous allez recevoir la dernière valeur émise. Donc, bon. Pour chacun de ces trucs-là, il y a des cas d'usage un peu, voilà, c'est bon de savoir si vous en avez besoin un jour, mais moi, honnêtement, il y en a certains que j'ai jamais utilisés. J'ai jamais rencontré le cas d'usage. Donc voilà. Et du coup, maintenant, hop là, je vais laisser Adrien prendre la main et vous parler de ce qui fait sans doute la grande force de RxJS, parce que là, jusqu'à maintenant, je vais juste vous dire, on fait la même chose qu'avant, mais en plus compliqué. Et donc, Adrien va vous parler des opérateurs. Ouais, salut, merci. Je vais présenter. Vous me dites si vous voyez? Non, vous voyez pas? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Du coup, les opérateurs RxJS, c'est ce qui fait la force, comme a dit Raphaël, de RxJS, tout simplement. Parce qu'ils permettent, en très peu de lignes de code, de réaliser des traitements complexes et asynchrones. C'est des fonctions ultra génériques en JavaScript qui sont utilisables sur vos flux, donc on va voir ça. Il y a deux grandes familles d'opérateurs RxJS. Il y a ceux qui vont permettre de créer des flux, donc les opérateurs de création, et d'autres qui vont être dits pipables. Donc on va voir ce que c'est juste après, pourquoi ils s'appellent comme ça, qui eux vont manipuler les données à la volée. Alors je vais commencer avec les opérateurs de création, la première grande famille. Il y a des sous-familles après dans les opérateurs de création, mais on va voir ça. Ils permettent en fait de créer des observables plus facilement que ce qu'avait proposé typiquement Raphaël, en offrant des comportements prédéfinis comme le off par exemple pour émettre des valeurs. J'ai fait un petit comparatif ici pour comparer le off avec la, la correspondance avec le new observable que proposait Raphaël. Donc avec un off des valeurs 1, 2 et 3, on aurait dû faire un new observable avec 3 next différents et un complete à la fin. Donc on voit ici directement la simplicité d'écriture et la rapidité avec laquelle on peut aller dans le code en faisant appel à ces opérateurs-là. Donc le off permet d'émettre des valeurs à la suite en les séparant par une virgule. Il y a également intervalle de x qui permet d'émettre tous les x millisecondes. Donc si par exemple je fais un intervalle de 1500, ça va d'abord émettre 0, ça émet 0, puis 1, puis 2, puis 3, mais séparé par l'intervalle. Donc ça va faire 0, on va attendre 1 seconde 5, ça va émettre 1, 1 seconde 5, 2, etc. Donc c'est utilitaire, hein, selon le code, selon le contexte, on peut l'utiliser. Et il y a également from, par exemple, hein, qui est un off un peu exotique, dans le sens où il va prendre en argument des promesses, des tableaux, etc. Mais c'est l'idée derrière, c'est la même. Donc il y en a d'autres, je ne les ai pas tous listés, parce que des opérateurs au total dans RJS, il y en a plus de 100. Je crois qu'il y en a 104 ou 107, c'est un des deux nombres. Donc forcément, on ne va pas tous les présenter aujourd'hui, mais une petite dizaine pour information. Voilà. Il y a également les opérateurs de création joints. Eux sont un tout petit peu plus compliqués dans le sens où ils vont permettre de créer des observables à partir de plusieurs observables. Ils vont en quelque sorte agréger les flux pour n'en faire qu'un. Typiquement, ici, je vous montre forkjoin qui va en fait attendre que tous les flux passés en paramètres envoient un signal de complétion. Donc ils envoient un complete. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement tout regrouper dans un seul flux pour pouvoir le traiter en une seule fois.
Le cas le plus concret que je peux vous montrer, enfin que je peux vous dire, c'est j'ai besoin d'afficher, une page d'information, mais pour cela, j'ai besoin de faire plusieurs calls HTTP. Je vais faire appel à un forkjoin qui va faire, la récupération des ressources sur les différents, services, remote et je suis sûr ainsi que quand je passerai dans mon subscribe, tous les calls auront été faits, j'aurai reçu, toutes les valeurs. Donc c'est l'équivalent en fait du, promise all, qu'a présenté Stéphane tout à l'heure, dans le même sens où, s'il y a une erreur, tout le flux sera en échec. Donc on n'aura pas d'erreur. Enfin, on n'aura pas de cas d'erreur à gérer individuellement, tout sera en erreur ou bien tout sera OK. Voilà pour ces forkjoin, il y en a d'autres, hein, encore. Il y a Combine Latest qui lui, pareil prend une liste d'observables mais agit différemment donc là-dessus, je vous laisse, découvrir, sur la doc officielle. On pourra au pire, poser des questions après. Et ensuite du coup la deuxième grande famille, ce sont les opérateurs, dits pipables. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont appelés comme ça? Tout simplement parce qu'ils sont toujours, depuis une certaine version d'EricJS, toujours présents dans la fonction pipe d'un observable. Qu'est-ce que la fonction pipe? C'est une fonction, exposée par tous les observables qui permet de dire, «Attention, je vais, en gros manipuler le flux avec des opérateurs dedans». C'est une fonction qui, voilà, prend en paramètre plusieurs opérateurs et qui, ainsi dit, «Je vais modifier mon flux, avec les opérateurs qui suivent». Hem, donc les opérateurs du coup qui sont appelés dans cette fonction pipe permettent de modifier le flux d'un observable, de plusieurs façons. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais, ce que je voudrais dire ici, c'est que insister sur le fait que l'ordre des opérateurs, va être important. Dans le sens, si je fais appel à un opérateur en premier dans la liste des opérateurs qui sont appelés dans le pipe, ça peut impacter, la suite. Donc il faut faire attention à ce qu'on utilise, enfin surtout à l'ordre qu'on utilise, qui est l'ordre qui est forcément de base en haut, de haut en bas, pardon. Donc, si je pars d'un flux, de n'importe quoi, donc c'est mon off avec, anything, donc il y a rien dans mon flux, mais bon, on va mettre, imaginons qu'il y ait une valeur. Si j'applique un premier opérateur, le flux, enfin, qui est de départ, de type A entre guillemets, va être transformé en type B, et si j'en applique un deuxième opérateur, ça va être de type B vers type C, puis de C vers D et au final, si je souscris à tout ça, j'aurai le type D, à la fin. À savoir que l'application d'opérateurs sur, un flux n'impacte que, le flux tiré, par ce code-là. Dans le sens où, si j'ai un subject ou un flux qui est exposé quelque part dans mon application et qu'à plusieurs endroits je fais, des pipes dessus pour appliquer des opérateurs, le flux de départ, lui, n'est pas impacté par les différents opérateurs qui sont appliqués dessus. Faut bien comprendre ça, il y a aucun risque d'effet de bord. Du coup, je vais vous présenter quelques opérateurs de transformation, notamment map et scan, il y en a beaucoup d'autres. Ici, j'en présente que 2 ou 3 pour chaque type de transformation possible. Map, le premier, enfin, le nom qu'il a, doit certainement vous dire quelque chose parce que c'est quelque chose qui est présent dans d'autres langages. C'est en gros, on va transformer la donnée, tout simplement qui est arrivée en entrée de cet opérateur-là. Donc ici, j'ai un off, d'un objet qui a un code et un libellé. Je pipe dessus pour dire que je vais appliquer un opérateur dessus. L'opérateur en question, c'est map et je dis en gros que, je ne récupère que le libellé de la série que j'ai reçu en entrée. Donc en sortie, j'aurai qu'un observable de string qui contiendra, pour le coup, Breaking Bad, si je décide de console-loguer, le résultat. Scan, lui, il agit comme un réduceur. Je ne vais pas expliquer les réduceurs, c'est, en gros, un moyen de, concaténer, différentes valeurs avec une callback et de n'en sortir qu'un résultat, un seul résultat pour une liste de données. Donc là, pour le coup, le scan, il effectue le total des valeurs qui sont émises dans le flux et à la différence d'un réduceur normal, en fait, il va émettre à chaque itération de calcul la valeur qui a été calculée.
Donc typiquement, ici, comme on fait un total, on part de 0 et on va ajouter 1, parce que 1, c'est la première valeur émise. On va donc du coup émettre 1, puis plus 2, ça va faire 3, donc on va émettre 3, puis 6, puis 10. Donc je pense qu'il est assez difficile à placer dans un code qu'on trouve tous les jours, mais bon, il y a sûrement des cas qui comment dire, sont favorables à l'utilisation de ce scan-là. La plupart des opérateurs, vous en conviendrez que sont faciles à placer, d'autres sont beaucoup plus compliqués à placer. Les textes, enfin, moi, parfois quand je lis la doc, j'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Ça me paraît compliqué parfois, mais bon, il y a des cas pour tout. Un autre opérateur de transformation que je voulais montrer, c'était SwitchMap, parce que lui, il est bien utile dans le sens où, à partir d'un observable de départ, du coup, qui renvoie une donnée dans un flux, ça permet en fait de renvoyer, enfin de bifurquer sur un autre observable et de le retourner. Dans le sens où, dans un cas concret, on peut chaîner, différents appels à la suite, plutôt que les faire en parallèle. Si on reprend, le cas de mon affichage d'informations qui nécessite 3 appels, mais que les appels sont dépendants, sont chacun dépendant, du précédent, hem, plutôt que m'embêter à faire des subscribes dans des subscribes dans des subscribes, je peux faire switch mapper, tout ça dans le sens où, mon premier appel du coup j'y fais appel, je pipe dessus, je switch map, avec du coup le deuxième appel, mais du coup en récupérant le résultat du premier appel, que je passe en argument du deuxième appel et ainsi de suite, jusqu'au troisième appel qui est nécessité là, par exemple, le résultat du deuxième appel et quand je subscribe dessus, du coup j'aurai le résultat du troisième appel qui, me permettra d'afficher l'information, dont j'avais besoin. Voilà, lui, il est plutôt, pas mal utilisé. Il peut faire peur au départ, mais au final, c'est un gros bonus au niveau de la lisibilité du code. Donc comme j'ai dit, ça permet d'éviter tout ce qui est subscribe dans des subscribes, dans des subscribes et revenir en fait au problème qu'il y avait avec les promesses, les callbacks L. On a également des opérateurs qui permettent de filtrer les données. Donc là, l'ordre, il est très important, comme j'ai dit au départ, parce que selon l'ordre que je décide de mettre en place, dans mon pipe, le résultat peut être différent. Un exemple ici, donc j'émets plusieurs valeurs dans mon flux de départ qui sont 1, 3, 8, 11, 25, 30, 100 et encore 30. Donc je pipe dessus pour appliquer le filter, qui va en fait, simplement à partir d'un prédicat, écarter ou non des valeurs. Donc là, mon prédicat, c'est, je garde la valeur si, n est supérieur à 10. Donc je vais me retrouver à ignorer, les valeurs, 1, 3 et 8 qui sont au début. Donc il me restera les autres. J'ai ensuite un opérateur qui va me permettre de skipper, donc ignorer les 2 premiers éléments, skip 2. Donc je vais me retrouver à skipper du coup 11 et 25 qui sont dans le flux, en sortie du filter. Et enfin, j'applique distinct qui est un autre opérateur encore, qui va permettre d'écarter tout ce qui est doublon, ou plusieurs occurrences d'un même élément. Donc comme il me restait que 30, 100 et 30, au final, si je subscribe tout ça, j'aurai uniquement 30 et 100. Et donc si jamais je change l'ordre, si par exemple, je change, skip et filter, j'aurai plus 30 et 100, mais du coup si je skip les 2 premiers, du coup il me restera 8, 11, 25, 30, 100 et 30. Si ensuite je filtre sur, qu'est-ce qui est au-dessus de 10, il me restera 11, 25, 30, 100 et 30 et du coup si je distinct, il me restera 11, 25, 30 et 100, à la différence de 30 et 100. Donc voilà, il y a un opérateur, enfin, il y a un sens à respecter si vous voulez vraiment, faire attention, il y a un ordre à respecter, si votre code, en a besoin, quoi. Après, il y a également des opérateurs utilitaires. Il y en a principalement un. Moi, j'en connais qu'un seul et c'était, enfin, il s'appelle tap. Il y en a d'autres. J'essaie de voir s'il y en avait d'autres qui étaient intéressants à montrer pour le Meditech. Il se trouvait que non, pas vraiment. Alors, soit j'ai fait une mauvaise recherche, mais en tout cas, j'ai pas forcément, on va dire, emballé par, le mécanisme des autres, donc je vous présente que tap,
qui permet en fait, c'est un opérateur qui permet de renvoyer, quoi qu'il arrive, ce qu'il a reçu en entrée. Donc, vous me direz: «Bah, il sert à rien». Hem, non, parce qu'en fait, il permet de faire enfin, il est prévu pour faire des opérations qui vont être dites, d'effets secondaires. Typiquement ici, si je reprends mon flux qui était, présenté, juste avant, si j'ajoute un tap entre mon filter et mon skip, je vais pouvoir modifier, une variable qui est en dehors de mon flux. Donc, par exemple, un booléen, je peux le modifier et cetera. Indépendamment de mon flux, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, c'est prévu pour les effets secondaires. Donc, voilà. Après, il est connu pour, le tab console.log qui permet de, entre guillemets, «afficher le flux à un instant T lors de l'exécution». Heu, on peut mettre des tabs console.log entre chaque, opérateur qui sont appelés pour voir le déroulement, de haut en bas, l'état du flux, de haut en bas, lors de l'exécution. Donc voilà, c'est utilisé quand on est un peu perdu ou quand on fait du debug, et cetera. On peut également du coup gérer des erreurs avec, certains opérateurs. Il n'y en a que 3 par exemple, pour RxJS, il n'y en a que 3 qui sont prévus pour les erreurs. Il y a catch error, retry et retry when. Ici j'en présente que 2, mais le retry when, je pense que c'est assez, facile à deviner ce que c'est. Si on reprend un cas concret, un cas, où on fait un call HTTP, imaginons qu'il tombe en erreur. Donc, ici, c'est mon myremote-service.fetch person by name. Imaginons que ça se trouve une erreur. Je vais pouvoir la catcher avec le catch error et pouvoir, avoir un petit comportement, comment dire? De gestion d'erreur. Donc là, pour le coup, je push une notification rouge, sur, mon client, heu, notification d'alerte. Et ensuite, j'ai le retry 3 qui va me permettre, comme vous pouvez le deviner, de réessayer 3 fois le call, avant d'arrêter, parce que ça c'est il y a pas vraiment de raison de continuer à essayer, plus que ça. Et du coup, le retry when, on ne passe pas du coup un nombre de tentatives à réeffectuer, mais on passe un prédicat et tant que ce prédicat, est valorisé, à true, on va réessayer le dernier observable. Enfin le dernier flux, qui a été en erreur. Et enfin, un petit truc sympa avec Angular, c'est que quand on développe Angular, on a accès aux pipes. Les pipes, c'est, utilisé pour mettre en forme les données, côté template HTML. Donc c'est la je sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est le fait d'utiliser la syntaxe barre latérale suivie du nom du pipe. Moi, je voudrais vous parler d'un pipe qui s'appelle A5, qui permet en fait, d'afficher le contenu d'un flux, à l'instant T sur votre template HTML. Donc si, le flux ici, title, heu, contient un string, je vais ainsi afficher, le flux, enfin le string qui est présent dans le flux et ce de manière, très propre parce que, on n'a pas besoin de subscribe comme on a vu avec Raphaël, ni d'unsubscribe. On n'a pas besoin de faire les 2 parce que ça va être fait dès que, le subscribe va être fait dès que l'information apparaît à l'écran. Et le unsubscribe va être appelé dès que l'information va disparaître de l'écran, tout simplement. Donc, quand on gère les composants et cetera, dès que le composant va crever, enfin va mourir, pardon, il va, faire appel automatiquement à unsubscribe avec, le pipe A5. Donc c'est pour ça que je considère ça, en tout cas moi, la façon très propre d'utiliser les observables et c'est ce que je vous recommande, pour éviter tout ce qui est, problème de fuite mémoire et cetera. Donc, voilà, pour moi c'est très propre et c'est à utiliser. Et du coup, là, je laisse Rémi parler sur cette partie-là. Non, je crois que ça va être moi du coup. On Ah a oui, enchaîné. pardon, Changé. vas-y. Ouais, du coup, donc Adrien, juste avant, effectivement, il vous a présenté une façon, effectivement, la façon un peu mise en avant maintenant pour, enfin, quand on a des flux et que la finalité, c'est d'afficher des données. Hem, alors, pour le coup, pour que ça marche, il faut que forcément ce qui arrive, ce soit bien formaté et tout. Et ça sert aussi, entre guillemets, «que pour l'affichage». Donc bon, la finalité d'une application Angular, en général, c'est d'afficher des trucs sur votre écran. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de flux où ça servira à la fin à afficher des données.
mais vous pouvez quand même imaginer certains cas où c'est pas le cas. Et donc pour faire ça, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez devoir faire le subscribe sur le flux, et si c'est un flux où vous ne savez pas combien de valeurs il va vous envoyer, et bah, vous allez devoir gérer la désouscription dans le composant. Avec RxJS, maintenant, il y a une nouvelle façon de faire qui est différente de ce qu'on avait avant, à savoir stocker les souscriptions et à la fin dans le onDestroy. Donc le onDestroy, c'est la fonction que vous voyez là, c'est une fonction avec composants qui sont la fonction est appelée au moment où le composant est détruit. Historiquement, ce qu'on faisait, c'est que du coup, toutes les souscriptions qu'on avait stockées dans le composant, et ben, on faisait un point subscribe à chaque fois dessus. Donc, on peut avoir une liste là de, je sais pas, 10 souscriptions où on faisait point subscribe, point subscribe, point subscribe, et voilà. Donc, c'était un peu rébarbatif, un peu relou. Il y a une façon aujourd'hui plus propre de faire avec justement les opérateurs XJS et aussi les subjects qu'on a vus tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter ça rapidement. Donc, en fait, le principe, tout va se baser sur un opérateur pipeable qui s'appelle takeUntil. takeUntil, qu'est-ce que ça fait? En fait, takeUntil, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, lui, il ne va pas agir sur les données de la souscription, il va agir directement sur la souscription. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'en fait, il va automatiquement terminer la souscription au moment où il prend en paramètre un observable, et en fait, un flux, et au moment où ce flux va envoyer une donnée. Donc, c'est-à-dire que dès que là, ce flux is destroyed, donc on déclare en haut, dès que ce is destroyed, il va envoyer une donnée, et ben le takeUntil va faire action, et du coup, va clore ce flux-là. Et donc, par effet, du coup, le subscribe sera plus valide, on va avoir un unsubscribe et la connexion sera fermée. Du coup, nous, en fait, ce qu'on va vouloir faire, donc là, vous voyez qu'on a besoin ici de passer quelque chose qu'on peut observer, donc un observable, mais nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est avoir quelque chose qui nous permette de manuellement dire, eh ben, tiens, là, émet une valeur. Et ben, pour ça, on a donc besoin de quelque chose qui, à la fois, est observable, mais quelque chose où on peut toucher des valeurs. Et donc, pour faire ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, le subject. Donc, on déclare un subject. Les subjects, on doit les typer. Donc là, par exemple, on met void parce qu'on s'en fiche en fait de ce qu'on va. On va rien, enfin, on va pas vraiment toucher une valeur, on va juste toucher quelque chose. Du coup, on le type comme ça, on le déclare, et en fait, au moment où on va détruire le composant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste émettre une valeur, donc avec la méthode next. Donc au moment où on va faire le next, bah, le takeUntil là, va prendre action et ça va couper directement la connexion. Et ensuite, pour être complètement propre, on va compléter le flux isDestroyed, vu que c'était un subject. On ne sait jamais, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui a souscrit ou on ne sait pas trop pourquoi, mais pour être propre, on complète le truc et là, voilà, on est sûr que c'est bien géré. Alors, vu comme ça peut paraître beaucoup moins simple que ce qu'on voyait avant. Là, ce qu'il faut se dire, c'est imaginez si vous avez plutôt plus de souscriptions. Dès que vous allez avoir 5, 6 souscriptions, bah, en fait, pour chacune des souscriptions, vous allez juste devoir rajouter l'opérateur takeUntil et à la fin, ce sera géré ici d'une façon unique. On aura juste ces deux lignes de code et en fait, le isDestroyed, vu que c'est multicast, et ben, ça va activer le takeUntil de toutes les souscriptions et toutes les souscriptions vont se finir au même moment. Donc, c'est aujourd'hui la façon qui est mise en avant par Angular de faire. Effectivement, moi je trouve que c'est un peu plus élégant d'avoir, on va dire, c'est comme si on avait un gros bouton et on appuie sur le gros bouton et hop, ça coupe tout d'un coup. Donc voilà, c'est la façon qui est mise en avant. Après, c'est toujours pareil, hein, si vous avez, on peut imaginer des cas où vous devez gérer les souscriptions vraiment à la main pour, selon certaines conditions, en terminer certaines, mais pas d'autres et tout. Là, pour le coup, vous devrez utiliser des unsubscribe. Mais pour le cas générique, c'est quand même plus efficace. Donc ça, c'est pour la désouscription, on va dire, propre. Un autre cas d'usage, c'est ce qu'on appelle le pattern store. Donc, je sais que c'est, comment dire, le groupe React qui va vous faire après, dans les semaines à venir, qui vous fera une présentation sur les stores React, qui sera beaucoup plus avancé que ça. Là, c'est juste voir un truc qu'on peut faire avec RxJS pour comment dire, pimper un peu nos services. Ce qui était relou historiquement avec les services où on avait des promesses, c'est qu'on a besoin au sein d'une appli, quand on a la même information qui est à plusieurs endroits dans l'écran,
nous, ce qu'on veut avoir, en fait, c'est on va avoir un mécanisme de synchronisation pour être sûr qu'à un moment où quand la valeur va changer à un endroit dans l'écran, en fait, ça change à tous les endroits. Typiquement, si vous affichez le nom de l'utilisateur à plusieurs endroits dans l'application, qu'à un moment vous faites un rename, que du coup, au lieu de vous appeler, je sais pas, Toto, vous appelez Raoul, bah, vous n'avez pas envie que dans certains endroits de votre application, il y ait encore marqué Toto, alors que dans d'autres endroits, ça affiche Raoul. Donc, pour faire ça, il y avait des mécanismes qui existaient pour, en fait, fallait se débrouiller pour propager l'information. Donc, c'était un peu relou. Donc, typiquement, fallait que les composants qui changeaient l'info, eh ben, ils envoient l'info aux autres composants en disant vas-y, mets-toi à jour, vas-y, mets-toi à jour. Donc, c'était un peu relou. Et chacun des composants refaisait appel au service pour récupérer la nouvelle valeur et ainsi de suite. Donc, pas terrible, terrible. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est du coup utiliser un subject. Donc, pour le coup, on va utiliser un behavior subject. Si vous vous souvenez, c'est quelque chose où on doit lui donner une valeur par défaut. Et tous ceux qui vont souscrire à ce subject auront la dernière valeur émise. Et donc, comment on va faire ça? En fait, notre service, il va changer un peu. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va exposer à l'extérieur, du coup, juste le subject, mais en tant qu'observable. Donc, ça veut dire qu'on pourra, quelque chose de l'extérieur pourra juste souscrire, mais ne pourra pas émettre de nouvelles valeurs. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi exposer une méthode de refresh qui va, du coup, en interne, émettre une nouvelle valeur. Et donc, du coup, comment ça marche? Bah là, imaginons, on reprend le cas d'usage où j'ai le nom d'utilisateur à plusieurs endroits. Chacun des composants qui doit gérer un affichage d'un nom d'utilisateur va souscrire à l'observable qui est envoyé avec la fonction getAlbum qui est exposée par le service. Donc, ils vont tous avoir un observable différent, mais qui aura à chaque fois la même valeur. Et du coup, ils vont tous souscrire là-dessus. Et dès qu'il y a un changement qui est fait, donc par exemple, si on a un composant qui permet de changer le nom, et ben le composant qui permet de changer le nom, au moment où on fait le changement, il prévient le service, il dit de faire le refresh. Au niveau du refresh, bah, soit on récupère directement la nouvelle valeur, soit par exemple, on fait là, l'exemple, c'est un appel HTTP pour récupérer la liste des albums. On fait l'appel, on récupère la nouvelle valeur, et ce qu'on fait, hop là, en plus l'exemple n'est pas bon du tout, non, c'est pas ça du tout. Ah si, c'est ça, oui, si, c'est ça. On récupère la nouvelle valeur. Bon, toute la première partie de code, c'est pour récupérer la valeur. Et en fait, le bout important, c'est ça. C'est on fait un next. On émet la nouvelle valeur dans le subject. Donc, le subject émet la nouvelle valeur. Ensuite, on passe... donc, le subject émet la nouvelle valeur. Tous ceux qui ont souscrit à des observables qui viennent de subject récupèrent la nouvelle valeur et se mettent à jour. Donc ça, c'est la façon plus propre de le faire aujourd'hui, et ça permet vraiment de résoudre des soucis qu'on avait. Moi, je me souviens quand j'étais sur Ceitra GDI, je crois qu'on avait eu des soucis sur ça. Quand on devait changer des statuts pour ceux qui étaient là à cette époque-là, on changeait des statuts de dossier, et je crois que ça doit peut-être encore avoir des problèmes comme ça. On changeait des statuts de dossier à certains endroits de l'écran, il fallait que ça soit propagé dans d'autres composants. Bah, typiquement, à l'époque, on aurait pu faire comme ça. Donc bon, voilà. Quelques années après, on s'en rend compte. Bah, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui Ouais. pour t'assurer. Bon bah, nickel. Donc voilà pour le pattern store. Et du coup, je crois que maintenant, je relaisse la main à Stéphane pour conclure, si je ne me trompe pas. Ah oui, ouais. Bon, ça fait 1 heure. On va essayer d'être assez rapide. C'est juste pour montrer des cas concrets. Je voulais montrer un peu des exemples de Ceitra, mais en fait, il y a un peu trop de code métier dedans. Donc, en fait, c'est très c'est très semblable à ce qu'on fait pour Ceitra. Alors là, supposons qu'on veuille afficher une liste des articles d'un utilisateur. En fait, là, on va utiliser, grâce à RxJS, un opérateur qui s'appelle le combine latest, qui va prendre en paramètre 2 observables. Donc, un observable qui va émettre l'utilisateur connecté et un autre observable qui émet la liste des articles. Donc, à chaque fois que l'utilisateur va changer, eh ben, on va pouvoir dérouler le flux et obtenir une nouvelle liste d'articles. Parce que là, c'est le but de cette méthode-là et de l'observable qu'on va récupérer. Donc ça fait pas mal écho à ce que vient de dire Raphaël sur le pattern store, parce que typiquement, ça, on pourrait le mettre dans notre data service. Alors, admettons que un nouveau utilisateur se connecte en tant qu'utilisateur anonyme. Eh ben, on rentrerait directement dans le pipe. De là, on récupère un argument, l'objet user et la liste des articles.
on rentre dans le if parce que l'utilisateur est anonyme, du coup, on renverra un arrêt vide. Et tous les composants qui se sont abonnés du coup, à cette méthode et à cet observable-là afficheront un tableau vide, afficheront aucune donnée. Si juste après, genre 2 minutes après, un nouvel utilisateur se connecte avec, à ce moment-là, vraiment une info utilisateur qui n'est pas anonyme, il est connecté. Dans ces cas-là, on retournera dans le pipe. L'article renverra renverra la dernière valeur. On ne fera pas de fetch sur le get article, on verra la dernière valeur parce que celle-ci n'aura pas changé. Et en fait, on arrivera du coup après le if sur le filtre des articles et on aura une nouvelle liste d'articles filtrés en fonction du nom d'utilisateur. Et ça, tout ça va se mettre à jour naturellement derrière dans les composants. Il suffit qu'on ait un pipe à 5, comme vous a montré aussi tout à l'heure Adrien, et tout va se mettre à jour naturellement. Et ça, c'est une grosse force d'EricJS. Et on va passer sur la slide suivante. C'est un autre cas concret aussi qu'on utilise très souvent dans Ceitra. Et on va voir comment on peut gérer, comment on peut transformer un flux. C'est intéressant parce qu'on va là, ce qu'on veut, c'est obtenir un observable d'une liste de pays pour l'afficher dans la select box ici. Donc, on va partir d'un observable que Angular nous met à disposition sur les inputs. Là, le country control.valueChange, ça, c'est un observable qu'Angular nous met à disposition et qui va émettre une valeur du flux à chaque fois que l'utilisateur va taper dans l'input, tout simplement. Donc, on va piper dessus et on va faire quelques opérations dessus. On va faire d'abord une première opération de transformation, le map, qui va faire un trim tout simplement sur la string. Ensuite, on va faire une deuxième opération qui sera une première opération de filtrage où là, on va juste laisser passer les inputs qui auront une taille supérieure à 2. Après, cas classique, on aura une troisième opération de filtrage, c'est une opération de filtrage, le debounce time, qui va du coup qui va prendre que les valeurs qui ont été émises toutes les 200 millisecondes, ce qui évite d'essayer d'aller chercher le fetch final à chaque fois que l'utilisateur va taper une lettre. Enfin, on a une troisième opération de filtrage, le distinct until change, où là, on va juste passer à l'opérateur suivant que si la valeur précédente n'est pas la même que la valeur en cours, tout simplement. Et enfin, finalement, la finalité, on va faire un switch map, donc on va changer le flux. Donc le flux qui était juste une string de 3 lettres, la CAM, va se transformer en un tableau de noms de pays que va nous servir le country service.search qui va nous renvoyer en fait un tableau d'observables à ce moment-là. Du coup, this country list, en fait, ce qui est intéressant, on va passer d'un observable lié à un input au final au résultat qu'on va pouvoir afficher dans la select box. Alors, on pourrait dire aussi qu'après le switch map, probablement, chez Ceitra, on aurait mis un take-until, comme ce que vous a dit Raphaël tout à l'heure. Ouais, c'est hyper... typiquement, c'est ce genre d'opération-là, c'est vraiment ce qui donne la force Angular. Moi, concrètement, j'ai eu pas mal de cas où je me suis dit, avec React, je ne sais pas comment j'aurais fait aussi simplement ou aussi rapidement. Voilà, donc c'est pour ça que ça nous semblait important de revenir sur ActJS parce que c'est vraiment ce qui donne la force d'Angular sur ce genre de cas concrets. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais vraiment, la force d'ActJS, c'est sur ce genre d'opération où c'est très, très facile de changer les flux, de s'abonner, puis de propager la réaction. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur les cas concrets comme ça, ce n'est pas forcément évident à saisir aussi. C'est qu'avec JS, il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas évidente, c'est vraiment le point délicat. De toute façon, après, il y a une pause, il y a une slot pour les questions, on verra s'il y a des questions juste après, mais là, on a bientôt fini. La question des opérateurs aussi, souvent on se pose je ne connais pas tous les opérateurs, là j'ai un besoin précis, j'ai besoin de trouver un opérateur qui me convient, mais je ne sais pas comment faire parce qu'il y en a tellement, il y a plus de 100. Justement, EricJS, ils ont pensé à vous, ils ont développé sur leur site web une aide à la décision pour trouver l'opérateur. Je vais juste copier le lien, il y a là-dessus pour vous montrer dans 2 secondes. En gros, on sélectionne ce qu'on cherche et ce qu'on a. Hop, ici. Je vais essayer de zoomer un peu. Ici, j'ai du coup la possibilité de choisir en fait selon plusieurs phrases un besoin, d'expliciter mon besoin
Et donc là, par exemple, je dis, je n'ai pas d'observable et pourtant je veux créer un nouvel observable qui, qui itère. On va prendre ça. Et ben là, par exemple, je veux from. Donc, c'est l'opérateur que je cherchais et qui correspondait à mon besoin. Et donc là, il répertorie en fait, la centaine d'opérateurs qui sont présents, sur, RxJS. Donc, c'est à utiliser et vous pouvez découvrir comme ça, pas mal d'opérateurs qui seraient peut-être que passés à côté, vous n'auriez peut-être jamais entendu parler, quoi. Donc c'est sympa et c'est utile. Voilà, je reprends la diapo. Là, je crois que c'est Rémi. Ouais, c'était pour faire un petit tour sur les points qui sont pas terribles, on va dire, à l'utilisation sur RxJS. Dans un premier temps, il y avait les erreurs de syntaxe compliquées à débusquer parce qu'on a eu, enfin, personnellement, j'ai eu pas mal de fois l'IDE qui était un peu perdu quand je faisais une erreur syntaxique, genre une virgule qui manque entre deux pipes et tout devient rouge et on a un message d'erreur assez long qui est pas très explicite et difficile à corriger. Ensuite, en deuxième point, que ce soit moins intuitif que les promises, ça va rejoindre un peu le troisième point, mais que la courbe d'apprentissage soit assez forte. C'est surtout par rapport à la notion de pipe, etc., qui peut être assez déroutante au début. Mais au final, ça permet quand même de faire des choses qui étaient pas faisables aussi facilement avec des promises, quoi. Voilà. Ce qui conclut, notre présentation. Si vous avez des questions, sur, notamment RxJS, ou les promesses, tout ce qu'on a vu, on vous écoute. Oups. J'ai arrêté là. J'ai une petite remarque de mon côté, c'est notamment la mise en concurrence de RX par rapport à React. Au final, on peut utiliser RX avec React. Ouais, tout à fait. C'est l'avantage de RX, c'est que c'est une Ouais. librairie, pas un framework. Du coup, on peut intégrer un peu toutes les libs qu'on souhaite. Donc RX Ouais, étant une lib à part entière, on peut l'intégrer dans React. C'est juste une petite remarque comme ça. Je défends mon petit pan. Je crois pas que c'est ce que voulait dire, Stéphane, c'est que Non, le seul tacle qu'il a fait à React, c'est qu'il a dit que ça passait après Angular. Je crois que j'ai C'est ça. noté en tout cas. Ah, l'exemple, ouais. mais je pense que ce qu'a voulu dire Stéphane, c'est pas que c'était pas utilisable sur React, c'était que, Angular nous exposait un observable qui réagissait en fonction de l'input. Et ça, je sais pas si justement, c'est ce que tu voulais dire Stéphane, mais, avec les formes contrôle d'Angular, en fait, il y a des value changes qui est exposé, qui est en fait un observable qui émet dès que la valeur change dans le formulaire. Je sais pas s'il y a l'équivalent en React. C'était peut-être, c'est plutôt ça qu'a voulu dire Stéphane. Voilà. Ouais, je vois. Après, j'ai jamais utilisé, donc je peux Ouais. pas là-dessus, je peux pas donner de retour. Et pour le coup, Angular, il pousse beaucoup vers RxJS aussi. Alors, il pousse beaucoup aussi parce qu'en fait, ils ont rien de mieux. Enfin, je sais pas comment dire, mais parce qu'ils avaient rien. Non, mais parce qu'en fait, voilà. Alors, peut-être que React a moins besoin de RxJS que Angular, mais voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'Angular, eux, le poussent. Donc voilà. Mais C'est-à-dire qu'RxJS, c'est intégré à Angular, quoi. Ce qui n'est pas le cas de. oui. Ouais. Oui. Mais parce que après, React a peut-être pas besoin pour bien marcher, quoi. Alors que Angular, effectivement, Angular sans RxJS, aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai une question. C'est vraiment du point de vue de quelqu'un qui fait plutôt du back, etc., et qui n'a pas beaucoup testé tous ces frameworks-là, un petit peu, mais pas énorme. Comment est-ce que ça s'intègre et est-ce que ça marche bien avec quelque chose comme du TypeScript? Ça, c'était pas mal sur quoi j'avais bossé. J'avais beaucoup aimé ça. Et est-ce qu'avec avec le fameux RxJS, est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est optionnel, mais pas trop possible? Est-ce que c'est plutôt fait pour ça comme je crois que maintenant, c'est Angular. Je crois qu'il est quasiment à recommander TypeScript. Ouais. Et vu c'est vraiment TypeScript aussi maintenant, comment ça… Pour le coup, il y a pas vraiment de enfin, c'est pas comment dire? C'est pas vraiment lié dans le sens où, en fait, le RxJS, c'est du JavaScript, donc tu peux l'écrire,
enfin, TypeScript, c'est aussi du JavaScript. Tout ce que tu écris en TypeScript, tout ce que tu écris en JavaScript, ce sera valide en TypeScript. Donc, tu peux l'écrire. Mais effectivement, typiquement, tu peux, si on revient sur des exemples là, d'opérateurs qu'on avait, bah, typiquement, dans les opérateurs, tu peux tout typer. Genre, là, tu vois, on ne l'a pas fait, mais par exemple, là, name, le premier map, name, tu peux le typer et dire que c'est un string, par exemple. Donc, tu peux typer à chaque fois. Et ça marche même plutôt bien maintenant, parce que normalement, ton IDE, tout seul, il sait te dire que il arrive à voir, en fait, comment dire, d'opérateur en opérateur, le typage que tu as. Donc là, en fait, tu vois, il va savoir tout seul que name, c'est un string, parce qu'il sait que derrière value changes, ça renvoie un observable de string, par exemple. Et donc, il sait le faire tout seul. Mais après, tu peux l'écrire, ouais, tu peux typer tout à la main en faire du TypeScript vraiment pur et dur. Et voilà. Aujourd'hui, je pense que vous, sur Ceitra, ce que vous faites, c'est du TypeScript. Hein. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Donc, ouais. Mais par contre, le seul truc, c'est que RxJS, moi, peut-être le petit défaut qu'il y a, enfin, petit défaut, c'est que pour le coup, Angular, c'est, je trouve, vraiment fait pour les gens qui viennent du bac. Donc, justement, c'est ce que tu avais dit. Angular, il pousse beaucoup TypeScript parce que bah, pour les gens qui viennent du bac, ça les aide. Et c'est d'ailleurs un des reproches qui est fait souvent par les gens qui viennent plus du monde JS et qui préfèrent des trucs comme React. Mais Angular, c'est plus fait pour les gens qui viennent du monde bac. Et pour le coup, là, RxJS, ça change quand même beaucoup de choses. Et c'est beaucoup plus dur à appréhender quand tu viens vraiment d'un monde bac synchrone et tout. Et donc, pour le coup, c'est une petite marche à gravir, quoi. Mais bon, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on était bien à niveau temps quand même. Nickel. Franchement, ça. Ok, bon, je vais arrêter l'enregistrement et vous pourrez dire les vrais trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en Ouais, en j'arrête discuter après. l'enregistrement.